Vous avez tous forcément, à un moment donné de votre vie, ressenti cette résistance face au retour au travail, face aux contraintes professionnelles. Si aujourd'hui vous êtes salarié, je parle des salariés en particulier parce que je pourrais plus spécifiquement vous faire une vidéo qui fait la différence entre les salariés et les entrepreneurs parce qu'il y a quand même de grandes différences qui, du coup, ne génèrent pas les mêmes résistances et les mêmes freins. Mais aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui n'ont pas envie de retourner travailler après les vacances d'été, qui se sentent déprimées à l'idée de retourner à la routine du quotidien, qui se sentent en résistance face au fait de devoir reprendre des engagements. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes dans ce cas, ayant envie de venir casser une croyance tout de suite d'emblée par rapport à cette notion de mon travail n'a pas de sens, où il faut que je trouve un travail qui a du sens. Ok? J'avais déjà fait une vidéo là-dessus et vous pouvez la retrouver en cliquant là-haut. Mais il n'existe pas quelque part un travail qui a du sens. On donne du sens à son travail. Et en fait, on peut être dans un boulot qui n'a absolument aucun sens pour nous aujourd'hui. Et on peut choisir de se victimiser et de se plaindre et de déprimer à l'idée d'effectuer ces tâches qui n'ont pas de sens pour nous aujourd'hui. Mais en fait, on peut aussi décider de se responsabiliser et de dire, OK, quel est le sens que moi je décide de donner à ce boulot aujourd'hui? Un boulot, quel qu'il soit, même si vous avez l'impression qu'il ne répond pas à vos valeurs, qu'il ne répond pas à vos besoins, qu'il ne répond pas à vos envies, qu'il ne répond pas à tout votre package émotionnel, vous pouvez quand même lui donner du sens qui va vous donner envie de vous réveiller chaque matin et d'y aller quand même. Donc aujourd'hui, j'ai envie de traiter avec vous les 10 raisons qui font qu'on n'ait pas envie de retourner au travail après les vacances d'été. Mounia Sacha avec vous, bienvenue à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, et que vous souhaitez soutenir mon travail, alors abonnez-vous, likez, commentez, partagez et n'oubliez surtout pas, parce que vous savez que moi je suis là pour vous faire travailler, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour télécharger l'exercice qui correspond à cette vidéo et que vous pouvez mettre en pratique là tout de suite maintenant pour avancer. Alors, l'une des premières raisons, vraiment, je pense, qui fait qu'on n'ait pas envie de retourner travailler après les vacances, c'est cette notion de perte de liberté. On a l'impression que pendant les vacances, on était libre. On était libre dans nos horaires, on était libre dans nos choix, dans les décisions, nos activités, dans les tâches qu'on allait faire ou pas faire. On était un peu plus libre et plus à l'écoute de notre être, de notre esprit, de notre corps. Et le fait de savoir qu'on va reprendre le travail, ben, il y a cette notion de perte de liberté. Et au-delà de ça, c'est même pas la perte de liberté, c'est la peur de se sentir emprisonné. Il y a toujours une explication un peu neuroscientifique par rapport à nos fonctionnements psychologiques, qui va au-delà de ce qui est en surface. La perte de liberté par rapport aux horaires, respecter des horaires, respecter les horaires des enfants, respecter les horaires de tous les membres de la famille, respecter les dates butoirs, respecter les deadlines, respecter les contraintes, les engagements, les rendez-vous, les horaires de réunion, devoir se caler à un planning que vous n'avez pas établi, que vous n'avez pas choisi. Du coup, ça donne le sentiment d'être emprisonné dans un système, dans un emploi du temps qui ne vous correspond pas, mais auquel vous devez absolument vous aligner parce que c'est comme ça et point final. C'est ça qu'il y a derrière. C'est au purée, on va retourner à la routine du métro boulot dodo, on va retourner à la routine des horaires, on va retourner à la routine des contraintes horaires. Il y a vraiment une notion de contrainte, de résistance, de frein. C'est quelque chose qui vous procure en fait des sensations physiques et corporelles très désagréables. Vous le ressentez dans votre corps que là, vous êtes en train d'essayer d'y aller à reculons parce que vous n'avez pas envie, parce que les vacances, c'était trop bien. Vous pouviez dormir si vous le vouliez, vous pouviez vous détendre, vous pouviez faire des tâches que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Vous trouviez le temps pour certaines choses que vous ne pouviez pas faire à cause de ce planning contraignant du quotidien. Donc, la notion de perte de liberté est ce qui va faire que vous allez résister à
retourner travailler. Et c'est juste le fait d'y penser, en fait, de vous dire, oh purée, après les vacances, il y a le boulot et on reprend pour tant et tant de mois avant d'avoir l'opportunité de se reposer. Le deuxième point, c'est la notion de double charge mentale et surtout pour les femmes et les femmes mamans. La double charge mentale, la charge mentale personnelle qui va être liée à tout ce qui est maison, enfants, les horaires des enfants justement, les activités des enfants, les repas, la préparation des repas, les courses, les rendez-vous médicaux, les trajets, etc. Et puis, il y a toute la charge mentale liée au côté professionnel, les rendez-vous, les réunions, les collègues, le travail, la gestion, la communication, la gestion des relations, etc., etc. Cette notion de double charge mentale qu'on n'a pas du coup quand on est en vacances, puisque là, on ne se focalise que sur ce qui est important pour nous et que sur ce qui nous a manqué pendant toute l'année où on n'a pas pu faire ce qu'on envisage de faire pendant les vacances. Donc, cette double charge mentale va être super contraignante et va vous créer, vous générer des résistances inconscientes qui vont vous empêcher de retourner à la routine avec le sourire, avec entrain et avec excitation. La peur émotionnelle et psychologique là qui est vraiment derrière ça, si on creuse un peu plus, c'est la peur de ne pas être à la hauteur pour réussir à tout gérer, à gérer toutes nos tâches, à pouvoir nous organiser et à surtout ne rien oublier. En fait, rien que d'y penser, de se dire purée, je vais retourner au travail et puis il y aura le travail, mais aussi la maison, les enfants, etc., tous les à côté. Rien que d'y penser, on se sent déjà surmené. Et c'est ce ressenti-là, cette notion de surmenage avant d'y avoir même mis les pieds, qui va faire qu'on va créer des résistances inconscientes qui ne vont pas nous donner envie d'y aller alors qu'on n'y est pas encore. La troisième notion très importante et que j'ai beaucoup observée, que ce soit chez moi ou chez mes clientes ou dans mon entourage, elle est liée aux attentes sociétales. Alors, même pas juste les attentes familiales, c'est les attentes sociétales. C'est-à-dire que dans la société, déjà, la femme, elle est censée tout gérer. On pense que la femme est extraordinairement parfaite. On pense que c'est une warrior. On pense que c'est un super-héros. On pense qu'elle est faite pour ça, en fait. On pense qu'elle est faite pour patienter, persévérer, réussir à tout gérer, réussir à rien oublier, réussir à penser à tout, réussir à tout mettre en place. C'est pas le cas. C'est des attentes sociétales. Si on ne met pas de la conscience dessus, on va être dirigé par ça. On va être dirigé par cette pression qu'on nous a inculquée, qu'on nous a imposée. On pense que la femme, elle est censée réussir à tout gérer dedans et dehors. C'est pas le cas. Et du coup, ça lui met une charge mentale supplémentaire, ça lui met de la pression, ça lui met du poids sur les épaules et sur le dos qu'elle doit tout le temps chercher à gérer au mieux pour paraître parfaite et pour donner l'impression qu'elle s'aligne à l'image qu'on attend d'elle. Donc, quelle est la peur derrière ça? C'est évidemment la peur de la culpabilité et la peur de l'imperfection. La peur de culpabiliser d'être imparfaite. Vous voyez? Et j'avais déjà réalisé une vidéo concernant les peurs inhibitrices. Ce sont ces peurs qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de nous réaliser alors qu'elles n'ont même pas lieu d'être à la base. Ce sont des peurs de notre cerveau reptilien pour nous surprotéger et même pour nous protéger du sentiment de peur. Donc, lorsqu'on pense à tous les domaines dans lesquels on doit être parfaite, il faut être parfaite parce que c'est comme ça et puis c'est tout, on n'a pas envie de retourner dans ce milieu-là, on n'a pas envie de retourner dans cet environnement-là, on n'a pas envie de retourner dans cet environnement hostile, anxiogène et angoissant. Donc ça fait partie des peurs inconscientes que vous pouvez avoir et dont vous ne vous rendez peut-être même pas compte. La quatrième résistance qui fait que vous n'avez pas envie de retourner travailler après les vacances d'été, c'est justement la peur du surmenage, mais surtout la peur de devoir ressentir des émotions désagréables. Pour nous, dans notre tête, on se dit, purée, c'est long. Les vacances, ça passe super vite. Il faut que j'attende limite un an avant les prochaines vacances. Comment je vais faire pour tenir? Comment je vais faire pour tenir dans ce rythme-là? Comment je vais faire pour répondre à toutes les attentes dans ce rythme-là? Comment je vais faire pour me dépasser à ce point pour répondre aux attentes des autres et à mes engagements et mes responsabilités au travail? Donc, c'est un peu subtil et un peu différent de ce qu'on a dit précédemment. C'est la peur de ressentir des émotions désagréables tout au long de l'année avant de pouvoir enfin se libérer pendant les vacances, tout en sachant qu'on vient de retourner des vacances
et qu'on n'est pas totalement libéré. C'est un peu comme ressentir l'émotion désagréable de se dire que je vais vivre dans l'illusion en pensant qu'à un moment donné, il y aura de la libération, alors qu'en fait, il n'y en a pas parce que là, je suis en plein dedans. Je rentre de vacances et je me sens pas libérée, je me sens déjà angoissée. Ces émotions désagréables vont être d'autant plus exacerbées si vous n'avez pas préparé votre retour de vacances en amont, si vous ne vous êtes pas organisé de telle sorte à fermer tous les dossiers avant de partir et préparer le retour avant le départ. Donc faites attention à tous ces petits détails qui font la différence. Le cinquième point, c'est la peur de l'ennui et la peur du bore-out. C'est pas le burn-out, c'est le bore-out. C'est s'ennuyer à mourir dans son travail. C'est la peur qui est liée au fait de ne pas avoir une vision claire de l'avenir dans son travail. Et quand je dis de l'avenir, ça peut être un avenir très très proche. Après les vacances, quels vont être mes objectifs, mes défis, les challenges à relever, etc. Quel est mon plan après les vacances? Quel est mon planning? Qu'est-ce que je vais faire? Quelles sont les tâches à accomplir? Il faut qu'il y ait un minimum d'excitation et d'envie là-dedans. L'envie de revenir au travail va se manifester par la préparation en amont de ce que j'ai envie de faire et de ce que je vais avoir à réaliser. Le sixième point, c'est le stress et la pression que l'on s'inflige pour être bien dans notre travail, pour être parfaitement parfaite dans notre travail, les obligations professionnelles, si notre travail est stressant, du type devoir faire du chiffre, devoir vendre, devoir convaincre, devoir prospecter, devoir mettre plein de choses en place et que notre chiffre d'affaires, par exemple, en dépend ou que notre salaire en dépend, c'est des pressions chiffrées liées aux engagements et liées aux attentes professionnelles, liées à la peur de devoir maintenir un haut niveau d'exigence, devoir maintenir la barre haute, devoir maintenir sa réputation au travail, devoir paraître extraordinaire même quand on flanche, même quand ça va pas, même quand on n'en peut plus, même quand on n'a pas envie. Donc, cette pression que l'on se met par rapport à ça, ne va pas nous donner envie de retourner travailler. Le cerveau, il fait des liens, il crée des liens. Il se dit, OK, retour au travail égale stress, angoisse, anxiété, devoir maintenir un haut niveau d'exigence, devoir faire des efforts, devoir se dépasser, se surmener, devoir donner au-delà de nos capacités. Une autre notion très très intéressante, c'est la septième notion qui est liée à l'environnement toxique au travail. Et je connais énormément de personnes qui ont cette problématique-là, et puis je pense qu'on l'a toutes vécue, qu'on l'a toutes connue, c'est quand l'environnement au travail est toxique. Et quand je parle d'environnement, je parle essentiellement d'un environnement professionnel qui vient empiéter sur nos valeurs, c'est-à-dire un boulot, comme je l'ai dit en introduction, qui ne répond pas à nos valeurs et à nos besoins émotionnels, un boulot dans lequel on doit effectuer des tâches qui ne nous correspondent pas, qui ne correspondent pas à qui on est vraiment. Un boulot dans lequel on nous demande de faire des trucs qui ne nous conviennent pas et qui nous font mal et qui nous font culpabiliser. Moi, je peux vous donner un exemple très, très concret par rapport à lorsque j'étais étudiante et que je travaillais pour des assurances, par exemple, ou pour des banques. Donc, je ne citerai aucun nom ici, mais je pense qu'elles ont toutes à peu près le même fonctionnement. Et que par exemple, pour la banque, quelqu'un qui m'appelait, qui me disait qu'il avait perdu sa carte bancaire, etc., ben, si moi, sur mon écran, je voyais que la carte bancaire avait juste été avalée par le guichet électronique sur lequel s'est présentée la personne, j'avais pas le droit de le lui dire. On me disait de mentir en lui disant que sa carte avait été perdue, qu'il fallait qu'il en recommande une autre et qu'il fallait qu'il fasse opposition. Donc, c'est un peu se faire de l'argent sur le dos du malheur des autres et je suis complètement contre ça. C'est impossible pour moi de travailler dans un environnement comme ça et c'est impossible pour moi d'être fière de gagner de l'argent comme ça, de cette façon-là. Donc, j'étais étudiante, j'étais très jeune, c'était à l'époque des cabines téléphoniques. Je ressortais et j'appelais la personne et je lui disais, écoutez, votre carte a juste été avalée par le guichet à telle et telle adresse. Allez-y vite dès demain pour la récupérer. Donc, vous voyez, il y a des résistances émotionnelles et de l'ordre psychologique qui font qu'on n'ait pas envie de retourner au travail. Et c'est important d'identifier ces résistances pour savoir qu'est-ce qui fait que et qu'est-ce qu'il y a à changer là-dedans et sur quoi je peux jouer, qu'est-ce que je peux contrôler, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux influencer pour me sentir un peu mieux au travail par rapport à ça. Quand on reste dans un environnement toxique comme ça, la peur
profonde qui se cache derrière, c'est la peur d'être rejeté, de ne pas être aimé. C'est la peur de ne pas être accepté par le groupe. Parce que souvent, en plus, si vous êtes comme moi, c'est que vous vous rendez compte que ça ne dérange pas grand monde, en fait. Que cet environnement-là, ben, tout le monde est capable d'y baigner, mais vous n'y arrivez pas. Et vous vous demandez, mais comment ça se fait que des gens y arrivent, que des gens sont heureux là-dedans, que des gens sont fiers là-dedans, que personne ne dit rien, que personne n'ouvre sa bouche, alors que vous, ça vous donne littéralement envie de vomir. OK? Donc, identifiez ça, identifiez quel est le besoin que vous avez et auquel votre boulot ne répond pas, et quelles sont ces valeurs que vous avez et auxquelles votre boulot ne répond pas. Ça, c'était le 7e point. Le 8e point, c'est le fait de ressentir que on va de nouveau devoir faire des efforts et travailler super dur. Et on va de nouveau devoir faire face au manque de reconnaissance et au manque de gratitude. Moi, je sais qu'en France, c'est beaucoup comme ça et je pense sincèrement que c'est ce qui a fait que je n'avais pas envie de travailler dans une entreprise ou d'avoir une hiérarchie parce que j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec le manque de reconnaissance. J'ai du mal avec le fait qu'on profite de nos capacités à persévérer, à patienter dans l'effort. Il y a des personnes qui sont capables de faire énormément d'efforts et de fournir énormément de résultats et de travailler énormément de temps et d'être dans le don de soi, de leur temps, de leur énergie pour rendre un bon travail, pour être une bonne employée, une bonne salariée, une bonne collègue, pour être quelqu'un sur qui on peut tout le temps compter au travail. Et je sais que ce genre de personnalité souffre énormément au travail. Pourquoi? Parce qu'on a pour habitude d'abuser d'elles, d'abuser de leur générosité, d'abuser de leur gentillesse, d'abuser de tout ce qu'elles sont capables de nous donner. On leur prend ça et on leur prend plus encore. Et que les personnes, ben, qui sont un peu plus dans la limite, le cadre et qui mettent des limites très très claires, ben, on va pas leur demander de faire plus. On va avoir tendance à demander à la personne qui fait déjà beaucoup de faire plus et plus et plus encore. Et comme ça fait partie de sa personnalité de faire plus et que ça lui fait même plaisir de faire plus, elle finit par en souffrir parce que derrière, ben, il y a rien. Il n'y a pas de reconnaissance, on ne valorise pas son travail, elle ne se sent pas considérée. Et ça, c'est vraiment une résistance, surtout chez les femmes et les femmes à haut potentiel, les femmes super créatives, les femmes super gentilles. Et si vous regardez cette vidéo, je pense que vous faites partie de ces personnes-là. Donc faites très très attention à ça par rapport à ce sentiment de faire des efforts qui sont vains. La peur qui se cache derrière, c'est la peur de ne pas être reconnu pour qui on est vraiment. C'est la peur de ne pas être reconnu pour qui vous êtes vraiment. Vous êtes cette personne-là qui est dans l'amour, dans le partage, dans la transmission, dans le lien. Et le manque de reconnaissance vous renvoie une image de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Ça donne pas envie de retourner au travail. Le 9e point, c'est le fait de se retrouver à reprendre le travail après des longues vacances d'été, mais avec un réservoir énergétique toujours à sec. Vous êtes en train de rouler à sec, vous n'avez pas de carburant, vous n'avez pas de quoi avancer. Pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? C'est parce que vos vacances n'ont pas été utilisées pour vous ressourcer. C'est le manque de connaissance de soi qui fait ça. C'est parce que vous ne savez pas quelles sont vos valeurs, quelles sont vos envies, quels sont vos besoins, quelles sont vos intentions, quels sont vos objectifs, quelles sont vos attentes pour les vacances. Vos attentes n'étaient même pas réalistes si ça se trouve. Donc, quand vous ne vous connaissez pas assez bien pour savoir ce que vous voulez vraiment, comment voulez-vous y répondre vraiment pour avoir vraiment envie de reprendre le travail derrière? C'est juste pas possible. Les vacances, c'est pas juste aller voir la famille, ça ne suffit pas. C'est venir savoir vous ressourcer et vous nourrir émotionnellement parlant. C'est répondre à vos besoins spirituels, à vos besoins psychologiques, à vos besoins émotionnels. C'est vraiment des non négociables. Vous avez besoin de stimulation. Votre cerveau a besoin d'apprendre, il a besoin de comprendre des choses, il a besoin de découvrir des nouvelles choses. Donc, si vous passez des vacances où vous pensez que le repos, c'est juste de ne rien faire et dormir, vous allez avoir l'impression de vous être reposé, mais vous n'allez pas être énergisé. Vous aurez quand même un réservoir à sec
à la rentrée parce que vous n'aurez pas fait les choses qui vous nourrissent vraiment. Peut-être que vous avez envie de lire des livres, peut-être que vous avez envie de marcher seul à la plage, peut-être que vous avez juste envie d'être au contact de la nature, peut-être que vous rêvez de faire une sortie juste avec vos enfants, de vivre une expérience juste avec vos enfants, ou de prendre un bain, ou de faire une fiche thérapie, ou de méditer, ou de prier. Peu importe, peu importe. Ça ne se discute pas. C'est comme les goûts et les couleurs. Ça ne se discute pas. Mais vous êtes seuls. Vous êtes les seuls à savoir quels sont vos besoins vraiment. Qu'est-ce qui vous nourrit au quotidien? Peut-être un cappuccino le matin avec le lever du soleil, ça vous nourrit. Un café le matin. Peu importe ce que c'est. Vous avez besoin de mettre le doigt dessus pour pouvoir justement venir l'utiliser pendant les vacances pour avoir l'impression d'avoir rechargé vos batteries. Il y a plein de personnes qui me disent, mais pourtant j'ai eu 3 semaines de vacances et je me sens KO. Mais oui, mais parce que juste avoir 3 semaines de vacances, c'est pas ça qui va vous ressourcer, qui va vous énergiser, qui va vous nourrir. C'est qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances pour venir combler vos besoins psychologiques et émotionnels. Qu'est-ce que vous avez fait vraiment? OK? Donc, mettez le doigt là-dessus tout de suite parce qu'il est encore temps de vous ressourcer avant de revenir à une routine quotidienne professionnelle. Le 10e et dernier point pour cette vidéo, parce qu'évidemment, il y en a plein d'autres, mais voilà, je vous ai sélectionné l'essentiel, c'est le sentiment de perte de sens. Le sentiment d'avoir perdu le pourquoi. C'est je ne sais pas pourquoi je fais ça, je ne sais pas pourquoi je me lève chaque matin, je ne sais pas à quoi me sert ce travail, je ne sais pas où est-ce que je pourrais me sentir utile dans ce que je fais. Je parlais avec un monsieur d'un certain âge hier qui a perdu sa femme il y a quelque temps déjà. Et en fait, il s'en est pas remis. Il s'en est pas remis. Il me dit, j'ai perdu mon pourquoi. Je n'ai plus aucune raison de vivre en fait. Je me retrouve là et j'ai l'impression d'avoir perdu une moitié de moi, une moitié de qui je suis, une moitié de ma personnalité, une moitié de ma façon de penser, une moitié de mon cœur. J'ai l'impression d'avoir subi une ablation, qu'il me disait. Donc, quand vous perdez le sens comme ça, quand vous perdez le pourquoi, ça ne vous donne pas envie de vous lever le matin en vous disant c'est génial, je sais ce que j'ai à accomplir aujourd'hui parce que j'ai compris que j'étais là pour une raison, que j'étais là pour une mission de contribution. Même si j'aime pas trop ce mot mission, mais voilà, pour moi, il a une connotation spirituelle qui est belle. C'est je suis là pour accomplir quelque chose, pour accomplir ce que mon âme désire réellement accomplir. Je suis pas là pour rien. Je suis là pour me rendre utile. Donc, c'est quoi dans ce boulot qui vous donne ce sentiment-là d'être utile? C'est pas un boulot qui va vous donner ce sentiment, c'est à vous de chercher à ressentir ça dans votre travail. C'est à vous de redonner du sens. Qu'est-ce que je peux faire pour que toutes mes actions dans ce travail me donnent l'impression de me sentir utile? Comment je peux donner de l'utile, rajouter de l'utile là-dedans dans ce que je fais déjà? Comment je peux rajouter du plaisir là-dedans? Comment je peux rajouter du fun là-dedans? Comment je peux rendre mon boulot extraordinaire, même si c'est un boulot alimentaire, comme on le dit. Et pareil, regardez mes autres vidéos, j'ai déjà parlé de tous ces sujets-là. Vous allez voir, il y a énormément de valeur dans ce que je vous dis là-dedans, puisque ça vous permet d'avoir des prises de conscience qui ne peuvent que vous pousser au changement et à l'action. Si je devais conclure, je dirais que vous vous rendez bien compte, au vu des 10 points qu'on a énumérés aujourd'hui, que toute est une question de croyance et de pensée. Donc les pensées, c'est les peurs, c'est ce qui va vous générer la peur. Tout est une question de ce qu'on se dit là-dedans, de ce qui tourne en boucle dans notre tête. Tout est une question de quelle est la définition qu'on a donnée aux vacances et quelle est la définition qu'on a donnée au retour au travail. Quelle est la définition vraiment neuronale? Quels sont les liens neuronaux qu'on fait lorsqu'on pense aux vacances et lorsqu'on pense au travail? Et tout est une question d'énergie. Avec quel réservoir je pars en vacances et avec quel réservoir je rentre de vacances? Est-ce que mon réservoir est plein? Est-ce qu'il est vide? Et s'il est plein, est-ce qu'il déborde? Parce qu'on ne peut donner que ce qui déborde. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas et on ne peut pas donner ce dont on a besoin soi-même. On ne peut donner que ce qui déborde. Si mon réservoir déborde, à la fin des vacances, je ne sentirai même pas la contrainte de retourner au travail. Mais si mon réservoir est vide,
je n'ai pas de carburant pour avancer. C'est un peu comme une voiture qui roule à sec pendant des kilomètres et des kilomètres. Donc, vous devez faire très attention à ça. Vous devez apprendre à expérimenter plusieurs situations de vie, à vous exposer à plusieurs expériences pour apprendre à vous connaître et savoir ce qui est négociable chez vous et ce qui est non négociable. Ce à quoi vous dites oui et ce à quoi vous dites non. Et c'est pas parce que vous êtes déjà dans un environnement où tout le monde baigne depuis des années et des années que ça veut dire que vous y êtes bien. C'est pas parce que je suis un quartier de Clémentine qu'on arrive à insérer dans une tête d'ail que ça veut dire que je suis à ma place. C'est très important. C'est pas parce que je suis un quartier de Clémentine qu'on arrive à insérer dans une tête d'ail, donc à la place d'une gousse d'ail. C'est pas parce que je m'adapte très bien, je me suradapte, que ça veut dire que je suis à la bonne place. Donc, ce qui vous tue aujourd'hui et ce qui vous fatigue aujourd'hui, c'est pas le travail, le retour au travail, les vacances, le retour des vacances. C'est ce à quoi vous avez l'impression de devoir vous suradapter et faire semblant d'accepter. Pensez-y, téléchargez l'exercice que je vous ai préparé et passez à l'action. Mettez en pratique dès maintenant pour pouvoir générer des changements dans votre vie. Je vous aime et je vous dis à la semaine prochaine.